Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une émotion. Mesdames, Messieurs, chers internautes, fidèles du plateau de l'invité de la semaine, bonjour, bienvenue, merci de nous renouveler une fois encore votre fidélité. Pour le compte de ce numéro, on reçoit pour vous une dame. Il s'agit de Madame Hélène Lecombe-Nobre. Elle est assistante sociale, responsable du CPS Paracou 2. Avec elle, il sera question du cas des enfants, de la protection de l'enfance. Quel est l'état des lieux au niveau de notre pays, à Paracou et dans le département du Borgou? Que dire réellement de la jouissance réelle et effective des droits des enfants et notamment de cette campagne Tolérance zéro au travail des enfants qui est lancée par le gouvernement? Autant de sujets que nous allons aborder avec notre invité du jour. Merci de nous rejoindre et merci de vous installer confortablement. Retour en plateau maintenant avec mon invité du jour, Madame Hélène Lecombe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Fraternité FM TV. Je le disais tout à l'heure, vous êtes la responsable du CPS de Paracou, le Centre de promotion sociale Paracou 2. Avec vous, on s'intéresse ce matin au cas des enfants, les droits des enfants. On sait que vous travaillez, vous veillez à la protection des droits des enfants dans tout ce que vous faites avec toute une équipe derrière vous. Si aujourd'hui on doit planter le décor en ce qui concerne ce qui se fait réellement pour le cas des enfants, qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir de la mission réelle et notamment des actions que vous menez en faveur des enfants sur le terrain? Ok, merci monsieur le journaliste et bonjour à tous nos auditeurs. Il faut dire que de façon générale, le Bénin, à l'instar de tous les pays qui ont ratifié aux conventions des droits des enfants, a pris des textes de loi pour protéger les enfants contre toutes les formes de violation de leurs droits. Que ce soit dans le domaine de la scolarité, que ce soit dans le domaine de l'identification, que ce soit dans le domaine de la santé, tout ce qui concourt à la protection de l'enfant. Les textes de loi sont pris dans notre pays pour pouvoir les protéger, pour pouvoir les sécuriser. Ainsi donc, le problème de violation des droits des enfants est général au Bénin. C'est vrai que nous n'allons pas dire que tous les enfants au Bénin sont victimes de violence, non. Mais il y a certains enfants, une catégorie d'enfants qui sont souvent violentés, dont les droits ne sont pas respectés, que ce soit sur toute l'étendue du territoire ou à Paracou, surtout dans la zone septentrionale où on constate que beaucoup d'enfants, les droits de beaucoup d'enfants ne sont pas respectés. Donc, dans notre commune à Paracou, ici précisément, beaucoup d'enfants sont victimes de violences, beaucoup d'enfants sont précocement admis au travail ou bien dans les formations professionnelles, ce qui ne devrait pas être le cas. Et il faut dire que chez nous, au niveau du Centre de promotion sociale 2, nous menons des activités chaque jour pour sensibiliser la population et également pour récupérer certains enfants qui se retrouvent dans des situations de violation de leurs droits et les protéger, les sécuriser et voir dans la mesure du possible comment les réintégrer au sein de leur famille, parce que le meilleur endroit pour l'éducation d'un enfant, pour l'élevage d'un enfant, je le dis entre griffes, est la famille et non la rue ou bien dans un centre d'accueil quel qu'elle soit. Donc, nous œuvrons, nous faisons de notre mieux pour que la population comprenne que l'enfant est le père de l'homme. L'enfant qui est protégé aujourd'hui, c'est cet enfant qui va constituer l'adulte de demain. C'est cet enfant qui va constituer le développement du Bénin de demain. Et si aujourd'hui, on viole les droits de cet enfant-là, on le martyrise, c'est que demain, il sera forcément un adulte qui va se comporter également de la même façon. Et cela, nous ne pouvons pas espérer avoir un Bénin rayonnant, un Bénin qui
respecte le droit des enfants. Vous l'avez dit, il n'est pas rare de constater sur le terrain des enfants qui sont maltraités, des enfants qui connaissent des pires formes de travail, ils sont dans des situations difficiles. Si on enregistre tout ceci, c'est parce que les parents, la famille ou la société ne connaît pas les droits des enfants, ou il y a une méconnaissance réelle des droits des enfants, où on se refuse de permettre aux enfants de jouir de ces droits. C'est le tout, hein, ce que vous venez de dire, c'est le tout. On ne dira pas que la population ne connaît pas le droit des enfants, parce que comme on le dit, l'homme est censé ignorer la loi. Et lorsqu'on prend le cadre du Bénin, tout le monde sait qu'un enfant doit protéger un enfant. Tout le monde sait que lorsqu'un enfant se retrouve dans une situation de maltraitance, on doit voler à son secours. Nous le savons tous. Mais il y a certaines dispositions que la population ne maîtrise pas parfois. Et lorsque nous allons vers elles, on leur donne plus d'éclaircissements sur ces aspects-là pour leur faire mieux comprendre la situation. Les parents, généralement, il y en a qui d'office démissionnent. Il y en a qui démissionnent, ils ont les enfants, mais les prendre en charge, satisfaire leurs besoins n'est pas leur préoccupation. Les enfants sont livrés à eux-mêmes et les enfants se débrouillent alors que ceux-là sont censés être protégés par leurs parents, leurs géniteurs. Parfois, ce n'est pas forcément dû à la responsabilité, à la faute des parents, parce qu'il arrive parfois que ces enfants perdent très tôt leurs parents et se retrouvent seuls. Mais encore là, je dis, on ne va pas nous, disons, laisser ne pas nous incomber la faute, nous, société noire, parce que dans notre société africaine, de façon traditionnelle, lorsqu'un enfant perd ses parents, il y a toujours un membre de la famille qui récupère cet enfant-là et qui s'occupe de lui pour qu'il devienne dans une société africaine. Malheureusement, nous avons constaté aujourd'hui que l'individualisme est en train de prendre de plus en plus le pas sur notre légendaire sociabilité que nous avons, au point où les enfants sont pratiquement livrés à eux-mêmes une fois que les parents sont décédés ou bien un parent est décédé. Bon, on ne s'en préoccupe plus, soit c'est à cause d'une histoire de veuvage ou bien de le vira, par exemple, on va imposer à la femme, soit elle a certes suivi le vira, soit on lui dit, bon, va te débrouiller avec tes enfants, ou encore on lui arrache les enfants, on la renvoie. Mais ces enfants-là, qu'on lui a arrachés, parfois, je ne dis pas que toutes les fois c'est ainsi, parfois ces enfants-là ne sont pas vraiment pris en charge tel qu'il faut. Et ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, ils sont obligés de se débrouiller même pour se nourrir. Et ces enfants-là, précocement, commencent par aller travailler pour trouver de quoi se nourrir. Ou encore quittent délibérément le cadre familial où on leur a donné, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un toit où se coucher, mais il faut pouvoir manger, satisfaire les autres besoins. Ils choisissent d'aller se mettre dans la rue, bien se retrouver dans un parc, et pour pouvoir aider les gens. Et ils préfèrent cette liberté-là que d'être sous la tutelle de quelqu'un qui va leur dire ce que tu fais n'est pas bien ou bien les réprimander lorsqu'ils se comportent mal et les ramener sur le droit chemin. Alors, si on revient au niveau de votre territoire de compétences, Parakou, le Borgou et tout ça, au fond, quel est l'état des lieux en matière de chiffres sur les formes de maltraitance, de travail d'enfants en situation difficile? Je n'ai pas regardé les statistiques, mais selon ce que nous recevons chaque jour, les enfants qui sont victimes de maltraitance et qui sont en errance sont souvent, disons, la barre est plus haute au niveau de ces enfants-là. Ces enfants qui sont victimes de maltraitance parce que précocement mis au travail ou bien placés auprès de quelqu'un et qui se retrouvent dans la rue en errance, c'est ceux-là que nous recevons le plus. Oui. Après ceux-là, maintenant, nous recevons ces enfants-là qui sont pratiquement abandonnés, ce que nous appelons les OEV, les orphelins enfants vulnérables. C'est-à-dire ceux-là qui ont perdu les parents et qui n'ont pas vraiment... Parce qu'il ne suffit pas de perdre les parents pour être OEV. Parfois, il y a des enfants qui n'ont plus les parents, mais si on ne vous dit pas qu'ils ont perdu les parents, vous ne saurez pas. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres personnes qui les ont récupérés, qui s'occupent très bien de. Donc, on a cette catégorie-là d'enfants qui suit. Et par la suite, nous avons ces enfants-là qui de plus en plus, surtout les filles,
qui sont victimes de violences sexuelles. C'est de petites filles que nous souvent des adolescentes ou encore de toutes petites filles qui sont souvent victimes de violences sexuelles que les gens dénoncent auprès de nos structures et nous menons les démarches, les amener à l'hôpital et puis enclencher la procédure si possible et dès que le coupable est retrouvé, puis le reste ça se poursuit au niveau du tribunal. Alors, vous l'avez dit, à travers les actions que vous menez, à travers votre cahier de charge avec votre équipe, vous menez des actions. Vous allez à la rencontre des gens, vous sensibilisez, vous conscientisez. Est-ce que vous avez l'impression que le message passe réellement? Au fil des années, est-ce que vous avez pu constater qu'il y a une prise de conscience, un changement dans les comportements? Je dirais oui. Je dirais oui. Premièrement parce que aujourd'hui, beaucoup se plaignent du fait qu'ils ne trouvent plus de domestiques. Ah oui. Oui, beaucoup se plaignent du fait qu'ils ne trouvent plus de domestiques parce que le travail que nous faisons, les vies de maison et autres, parce que le travail que nous faisons, certes, lorsque l'enfant se retrouve dans une situation où il n'y a plus d'autorité parentale immédiate, forcément, il lui faut une nouvelle famille pour l'accueillir, s'occuper de lui. Mais nous avons constaté que de plus en plus, ces personnes-là qui ont la charge de ces enfants, les maltraitent. Il y a des formes de violence qu'on exerce sur ces enfants où on se demande, mais est-ce que ces personnes-là sont des humains? Donc, avec les sensibilisations que nous menons, tout ce que nous disons, beaucoup aujourd'hui évitent d'envoyer leurs enfants travailler chez d'autres personnes en tant que domestiques et autres. Cependant, ça continue. C'est pas que c'est fini, ça continue. Mais ça a diminué considérablement par rapport à avant où facilement on peut avoir des enfants qu'on va placer et autres. Mais les gens continuent de le faire puisque chaque jour, on reçoit encore des enfants qui sont placés quelque part, des plaintes, des cas. Et la deuxième chose qui nous fait dire que le travail que nous faisons porte, c'est qu'il y a des gens qui nous appellent et qui dénoncent. Ah oui. Dans ma maison ou bien à côté de ma maison, il y a un enfant qui tout le temps est battu et l'enfant ne mange pas bien, ceci, cela. Et il nous donne des informations. Nous faisons nos démarches pour pouvoir récupérer l'enfant. Ou encore, aujourd'hui, nous avons une ligne au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le 138, où toute personne peut appeler et dénoncer des cas de violation, que ce soit à l'égard des enfants ou à l'égard d'une personne adulte. Lorsqu'on vous appelle, c'est que là, vous ne savez même pas qui vous a appelé. Directement, le message va au niveau du ministère. Le ministère appelle maintenant la zone où se trouve le CPS de la zone où se passe la scène. Et il donne les indications parce que l'intéressé, on lui demande de donner toutes les indications possibles pour permettre au CPS de se lever tranquillement et de pour se retrouver. Donc, ces personnes-là aussi dénoncent et ça nous permet d'aller chercher l'enfant ou bien de retrouver la maison, de récupérer cet enfant-là qui est victime de violence. Parfois, ces cas-là, il y a, bon, comme on le dit, il ne manque pas de brebis galeuses. Il y a certaines personnes qui vous appellent, qui dénoncent, mais quand vous allez vous constater que ce n'est pas exactement ce qui a dénoncé que vous constatez. Mais il faut retenir que lorsque vous poussez, il y a toujours quelque chose là qui ne va pas. Comme pour dire, c'est une alerte. Voilà, il n'y a pas de fumée, ça fait, il y a toujours quelque chose. Soit on vous dénonce quelque chose, vous allez, mais vous découvrez que ce n'est pas ce qu'on a dénoncé. Mais lorsque vous regardez de façon superficielle, vous voyez qu'il n'y a rien et vous partez. Mais nous, on prend souvent la peine de fouiller. On prend la peine de fouiller, on dit, mais s'il n'y a pas cela, pourquoi la personne va dire si c'est ça? On commence par faire de nos enquêtes, on finit par découvrir qu'il y a autre chose qui se cache là. Mais d'autres fois, c'est juste des querelles de voisinage ou, bon, pour créer des problèmes à l'autre, on appelle pour donner de nuire, voilà, à la personne. Et également, ce qui fait que le travail que nous faisons porte, beaucoup d'enfants dénoncent aujourd'hui les violations, les enfants eux-mêmes. Notamment les filles. Les filles, même les garçons. Les deux sexes, ils dénoncent. S'ils constatent que l'un de leurs camarades ou bien un enfant de leur âge dans les environs est victime de maltraitance ou bien d'une forme de violence, eux-mêmes viennent dénoncer. Et nous disent, ah, il y a telle chose qui se passe dans mon quartier, dans telle maison. Moi, comme vous nous avez formés, vous nous avez dit, s'il y a cette situation de nous informer, on est venu vous informer. Effectivement, lorsqu'on mène les démarches, on constate que ce qu'ils sont en train de dire est bien vrai. Et on essaie de secourir cet enfant-là. Si ce sont ses propres familles, c'est que souvent, quand on prend les enfants,
On ne peut pas les laisser dans le même milieu. Il faut les éloigner de là où ils sont pendant un certain moment. Conseiller les parents et les travailler pour qu'ils comprennent qu'ils sont en train de commettre des erreurs vis-à-vis de l'enfant. Et après ce temps maintenant, lorsqu'ils sont prêts à accueillir à nouveau l'enfant, on réintègre l'enfant en famille. Mais en prenant des mesures pour que cela ne se reprenne plus. Parce que la prochaine fois, lorsque nous allons apprendre des choses comme ça, c'est qu'ils seront affaires à la justice. Mais sur le coup, lorsque la violence qui a été commise à l'endroit de l'enfant est grave, si c'est un crime là, nous, on ne peut rien. On est obligé tout simplement de confier l'affaire à la justice. Alors, dans votre zone de compétences, quelles sont les zones où c'est criard, c'est-à-dire où il y a des poches de résistance, où malgré vos messages, tout ce que vous faites, la situation est toujours pertinente là? Bon, il faut dire que dans le premier arrondissement, en général, les problèmes ne manquent pas dans nos quartiers, mais on a des quartiers spécifiques où les problèmes sont récurrents dans ces quartiers-là. Je peux citer Pérou-Guerra, par exemple. Je peux citer Okedama, par exemple. Je peux citer Gorobani, c'est une partie de Tian. Après Tian. Donc, il y a ces quartiers, c'est pas les seuls, mais je peux citer cette part-là rapidement. Il y a ces quartiers-là où non seulement les problèmes de maltraitance d'enfants nous viennent, mais également des problèmes de violence généralement dans le ménage viennent. Et la plupart du temps, quand ils viennent, tu dis c'est quel quartier, tu dis c'est quel quartier. Donc, au cours nous-mêmes, dans notre tête, on sait que dans ces quartiers-là, il y a souvent des problèmes de violence conjugale ou bien des problèmes de maltraitance d'enfants. La dernière fois, hier seulement, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'on a appris que les CPS sont en train d'interdire que les enfants vendent dans les bibliothèques. J'ai dit oui, que c'est effectif et ils m'ont demandé des informations. Est-ce que si l'enfant a tel âge, l'enfant doit avoir 18 ans au moins? Et ils me demandent est-ce que si c'était leur enfant qui a au moins 15 ans, j'ai dit c'est votre enfant et qu'il est dans une boutique avec vous, il faut que vous ayez les papiers qui justifient que qu'il est effectivement votre enfant. Parce que lorsque une mission va passer, elle va voir l'enfant dans le milieu, forcément on va dire l'enfant n'a pas l'âge d'être là. On va vouloir récupérer l'enfant. Mais si vous donnez les preuves que effectivement c'est votre enfant et que là où l'enfant se trouve n'est pas, si c'est dans une boutique où vous êtes et que vous êtes avec votre enfant, certes la loi interdit le travail des enfants, mais la loi n'interdit pas d'apprendre aux enfants à travailler selon leur âge, à faire quelque chose. C'est ce que nous conseillons, mais et le travail des enfants dont nous parlons, surtout dans les milieux d'apprentissage, lorsque l'enfant n'atteint pas l'âge qu'il faut, il y a certains métiers auxquels on ne peut pas soumettre l'enfant. Parce que non seulement ce métier-là, il peut avoir des produits chimiques qui peuvent nuire à la santé de l'enfant ou encore la force physique dont l'enfant a besoin pour faire ce travail-là. Il n'a pas encore atteint l'âge pour le faire, mais on le soumet à ce travail. Et vous allez constater qu'il y a certains enfants qui sont soumis à des pires formes de travail. Vous allez constater que par la suite, ils ne se développent plus normalement comme cela se doit. Selon la loi, quel est l'âge requis réellement? Actuellement, l'âge requis pour les métiers qu'on appelle la couture, par exemple, c'est minimum 15 ans. L'enfant doit avoir au moins 15 ans avant de commencer à apprendre à faire la couture. Est-ce que c'est respecté? Ce n'est pas respecté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la brigade des MES, non seulement le ministère, plutôt la direction du travail au niveau du Borgo, même chaque fois de façon cyclique de descente dans les milieux d'apprentissage pour contrôler si les enfants qui sont là respectent l'âge en fonction du métier qu'ils apprennent. Donc, il y a certains enfants qui n'atteignent pas le métier. Mais s'ils sont avec leurs parents, on leur conseille de les laisser être des auditeurs libres au lieu de les soumettre. Mais ça dépend aussi du travail. On ne peut pas accepter qu'on amène un enfant sur un chantier de soudure, par exemple, et dire non, il faut le laisser pour qu'il soit un auditeur libre. Ou bien dans un atelier de vitrerie, pour dire laisser le pour qu'il soit un auditeur libre. Parce qu'il y a des particules qui se dégagent chaque fois et l'enfant peut inhaler, ça peut créer des problèmes sur la santé de cet enfant-là. Donc, ces autres métiers-là, il faut que l'enfant ait au moins 16 ans avant de commencer par apprendre, que ce soit la maçonnerie, la soudure,
pitrerie ou autre, l'enfant doit voir même la coiffure. Donc, les métiers qui nécessitent beaucoup d'efforts physiques. Beaucoup d'efforts physiques et qui exposent les enfants à des produits chimiques, il faut forcément qu'ils atteignent au moins l'âge de 16 ans. En termes de prévision, à l'horizon 2025, par exemple, on dit qu'on doit pouvoir mettre fin au travail, à toute forme de travail des enfants. Nous sommes en 2023. Comment voyez-vous l'horizon 2025? Est-ce qu'on peut tenir le pari de mettre fin définitivement aux formes de travail des enfants qu'on vit et qu'on connaît, que vous connaissez à Parakou, au Bénin, un peu partout? Bon, moi, dans ma position, je dirais qu'on peut réduire. On peut réduire considérablement, même mettre fin complètement. Je ne suis pas très sûre qu'on y arrive d'ici 2 ans. On est déjà en 2023, on a déjà fait la moitié de 2023. Donc, c'est pas que je suis pessimiste, mais on peut réduire, mais c'est pas sûr qu'on puisse mettre complètement fin. Allez, on ne va pas finir cet entretien ou vous laisser partir de ce plateau sans dire un mot sur cette campagne qui est lancée. Et chaque année, on en parle. Campagne tolérance zéro au travail des enfants. Où en est-on en Parakou, autour de vous? Oui, autour de moi, cette année 2023, déjà, nous avons fait 2 descentes, en fait 2 grandes descentes avec la direction du travail, où nous avons sillonné des ateliers, nous avons sillonné des carrières pour voir s'il y a des enfants. Lorsque nous avons des enfants, systématiquement, on récupère ces enfants, on les sort de la carrière, on recherche la famille. Pourquoi l'enfant, à son âge, il doit être à l'école et il s'est retrouvé dans la carrière. On le récupère, on le sort de là pour pouvoir soit le retourner à l'école, soit lorsqu'il a atteint l'âge d'apprendre un métier, lui permettre d'aller sur une formation professionnelle. Et lorsque nous allons dans les lieux de formation, les ateliers qu'on constate qu'il y a des enfants qui n'ont pas atteint l'âge qu'il faut, mais qui sont déjà précocement mis en apprentissage, systématiquement, on les retire. On les retire. Les parents disent oui, que c'est l'enfant même qui a refusé d'aller à l'école. Il a dit qu'il ne veut plus aller à l'école. Et on leur dit, s'il ne veut plus aller à l'école, soit vous le retournez à l'école, s'il va aller s'amuser, qu'il aille s'amuser pendant un certain temps. Et là, maintenant, après ça, vous pouvez le récupérer. Soit la dernière alternative, c'est qu'on négocie avec eux et on leur explique. Si l'enfant vient dans l'atelier, c'est qu'il ne doit pas être soumis aux mêmes travaux que les adultes ou bien les autres enfants qui ont déjà atteint l'âge. Et c'est la dernière option que nous avons, sinon systématiquement, l'enfant est retiré du lieu d'apprentissage et retourné à l'école. C'est ce que nous faisons. Dans le fond, cette campagne se limite à des descentes, des séances de sensibilisation, ou bien il y a une particularité? Il y a des particularités qui concernent la sanction des patrons. Oui. Dans la mesure où puisque les descentes que nous faisons cette année, ce n'est pas des descentes de sensibilisation. Nous avons fait déjà plusieurs sensibilisations. Donc, actuellement, on fait les descentes pour voir si tout ce qu'on leur a dit, tous les conseils qu'on leur a donnés les années antérieures sont appliqués. Là, si on va dans l'atelier de quelqu'un, on constate qu'il ne respecte pas les tests, c'est qu'il répond soit devant la main d'œuvre ou au niveau du collectif des artistes. Alors, pour finir cette émission, madame, on va vous laisser dire et lancer un message fort à l'endroit de toute la population, de ces patrons d'atelier, acteurs impliqués dans cette campagne de lutte contre les pires formes de travail ou d'exploitation des enfants. Ok, l'appel que j'ai à lancer à l'endroit de toute la population, des parents, des patrons d'atelier, c'est de comprendre que nos enfants, nous devons les protéger. Nous devons les protéger contre tout ce qui peut nuire à leur bien-être physique et mental et à leur épanouissement. Et cela suppose que lorsque l'enfant n'a pas encore l'âge pour apprendre un métier, nous devons éviter de le soumettre à l'apprentissage d'un métier. Les enfants, pour leur bien, nous devons leur apprendre les petits métiers à la maison, plutôt les petits travaux à la maison pour qu'ils s'habituent à faire des travaux. Parce qu'on ne veut pas laisser les enfants
les bras croisés à s'amuser seulement. Mais nous devons tenir compte de l'âge de chaque enfant et du contexte pour lui apprendre à faire quelque chose, à faire les travaux à la maison. Lorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge pour apprendre un métier, il ne sert à rien de le mettre en formation ou bien dans un atelier pour sa formation. Également, je voudrais lancer à l'endroit des parents, à l'endroit de toute la population, qu'il est très important d'inscrire les enfants à l'école. La scolarisation des enfants est très importante. Il faut que tous les enfants aillent à l'école. Et tout le monde n'est pas fait pour devenir grand cadre et autres, mais quand même permettez-les d'aller à l'école, d'atteindre un certain niveau de compréhension pour pouvoir mieux se défendre demain. Voilà ce que j'ai à dire à la population. Merci donc à vous, madame. Le message est entendu, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, vous l'avez entendu. Nos enfants, nous devons les protéger. Ils ont des droits et nous devons travailler à leur faciliter la bonne jouissance de ces droits. Éviter de les exploiter ou de les envoyer précocement dans les ateliers pour telle ou telle activité. Ce sera donc tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci pour votre très aimable attention. Je rappelle notre invitée du jour, madame Hélène Lokondé-Nobre. Elle est assistante sociale, la responsable du CPS Parakou 2. C'est elle qui était sur le plateau de l'invité de la semaine. On se retrouve très vite.